Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, focus politique sur la présidentielle ivoirienne où la liste définitive des candidats a été publiée. Ils sont 5 retenus par le Conseil constitutionnel, dont le président sortant Alassane Ouattara, et l'exclusion de poids lourds comme Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo. Une liste qui relance les débats sur l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. Que se cache derrière ces arbitrages juridiques? L'opposition ivoirienne peut-elle encore peser face au rouleau compresseur du RHDP? Pour en parler, nous recevons un des plus fins connaisseurs de la politique ivoirienne, Richard Banegas, professeur à Sciences Po, chercheur au CERI. 48 ans après sa mort, l'enquête sur Steve Biko va rouvrir en Afrique du Sud. Militant anti-apartheid devenu un symbole, il a été tué à l'âge de 30 ans dans sa cellule à Pretoria. La justice sud-africaine a décidé de reprendre le procès et juger les coupables. Nous irons sur place dans ce journal. Et puis cette question, à quoi servent les concours de beauté? Au Nigeria, un concours a été lancé pour défendre l'albinisme. Objectif, célébrer la beauté de la communauté albinos et casser les préjugés qui entourent cette condition. Nous en parlerons à la fin de ce journal. On ouvre ce journal par le focus politique consacré ce soir à la présidentielle ivoirienne qui se tiendra le 25 octobre prochain. Ils étaient 60 candidats au départ, mais au final, ils ne seront que 5 retenus par le Conseil constitutionnel, dont le président sortant Alassane Ouattara, mais sans 2 poids lourds, Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo. À plus d'un mois de la présidentielle ivoirienne, nous faisons donc un focus politique avec Richard Banegas, professeur de sciences politiques et de chercheur au CERI. Il travaille depuis plus de 25 ans sur la Côte d'Ivoire, co-auteur entre autres avec Amando Koutolo de La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, apparaître le 25 octobre aux éditions Cartala. Merci beaucoup Richard Banegas d'être avec nous. Alors dites-nous tout. Merci. La liste définitive de candidats continue de faire couler beaucoup d'encre, publiée il y a plus d'une semaine. Peut-on voir une stratégie de fragmentation calculée de l'opposition ivoirienne ? Oui, de toute évidence, c'est une liste effectivement qui est un petit peu cousue de fil blanc, qui est une liste taillée sur mesure également, pour que Alassane Ouattara puisse, avoir un boulevard vers son 4e mandat, et aussi, comme vous le suggérez fort justement, diviser encore plus l'opposition, puisque les candidatures invalidées, on les connaît, celles de Laurent Gbagbo, Thiam, mais aussi, il faut le rappeler, Afin Guessan, qui avait pu être en compétition en 2020 avec Bédier. Là, les candidatures validées, celle de Simone Gbagbo, celle d'Awad Donmelo, pour ce qui est, disons, du clan qui auparavant représentait la gauche gbagbiste. C'est aussi des coins, disons, portés dans le camp Gbagbo. Et puis Jean-Louis Billon, qui a pu se présenter en candidat libre, issu de la famille PDCI, en rivalité avec Thiam. Donc ça va être compliqué. Pas sûr que ces candidats-là puissent récolter les voix de ces partis dont ils ont été plus ou moins exclus. Mais en tout cas, c'est une des stratégies du pouvoir de toute évidence. Alors, quelle va être la réaction de l'opposition? L'alliance PDCI, PPACI marque une tentative de front uni face au pouvoir, mais est-ce que ça va tenir ? Pour l'instant, l'opposition est dans une position un petit peu attentiste, je dirais, avec peut-être aussi en tête, on n'y songe peut-être pas assez, le scénario sénégalais, où Macky Sall avait, in fine, au bout de quelques semaines de crise, vous vous en souvenez, permis à ses opposants alors en prison d'entrer dans le jeu, et ils l'ont gagné. Il est peu probable que le gouvernement ivoirien accède à ce genre de demande. Pour l'instant, c'est assez peu probable. Du côté, disons, qu'au Sénégal, l'opposant était resté en prison et il avait été remplacé au pied levé. Et puis là, les questions juridiques et judiciaires sont tellement complexes et différentes aussi en Côte d'Ivoire c'est absolument improbable. Mais si l'on s'imagine effectivement une réédition des affrontements qui avaient eu lieu en 2020, il faut se souvenir de ce qui s'était passé en 2020 avec l'appel au boycott actif, à la désobéissance civile de l'opposition, qui avait quand même mis pas mal de gens dans la rue, ainsi que aussi, il faut s'en souvenir, la non-reconnaissance de l'élection
d'Alassane Ouattara par le gouvernement l'opposition qui avait essayé de mettre en place un gouvernement parallèle et qui s'était soldé par une très très forte répression, de nombreuses violences, qui avaient une centaine de morts, 80 officiels, mais sans doute beaucoup plus. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette configuration ? Potentiellement, vous le disiez, l'opposition s'est unie, les partis d'opposition sont unis, en particulier le PPACI et le PDCI, donc c'est une force de frappe qui est quand même potentiellement importante. Ils ont également créé ce mouvement Trop c'est trop, en essayant de surfer aussi sur la grogne sociale, sur des mouvements sociaux sur lesquels nous pourrons aussi revenir, qui sont très puissants également, enfin très forts. Il y a beaucoup de frustration sociale autour de la gestion du pouvoir, et on a vu lorsque des manifestations ont commencé début août qu'ils étaient capables de mettre des gens dans la rue. Mais est-ce que tout ça, ça peut peser face au RHDP de Alassane Ouattara ? C'est toute la question. Moi, je crois que la question du 4e mandat, par exemple... mais n'a pas du tout été évoquée. Voilà, et assez peu opératoire. C'était, vous vous en souvenez, un élément central, la question des 3e mandats dans toute l'Afrique francophone et pas que. En 2020... ils ont essayé de mobiliser autour de ça. Ça a été relativement un échec. C'est le premier point, donc ça risque d'être compliqué. Évidemment, les oppositions sont extrêmement divisées, en interne même, puisqu'on a vu que certains sont sortis de leur propre parti pour candidater. Et puis, il faut aussi le dire, les associations, la société civile en Côte d'Ivoire est relativement faible par rapport à d'autres pays. Si l'on songe, par exemple, au Burkina Faso, où, lorsque Blaise Compaoré était tombé, il y avait vraiment une puissance du mouvement citoyen qui n'existe pas véritablement en Côte d'Ivoire. Et puis les moyens, tout simplement, financiers, le FPI de l'époque et puis les bagbistes d'aujourd'hui ont été très largement affaiblis aussi dans l'après-guerre. Et puis la capacité de répression du régime qui, au fond, comme sous d'autres cieux, y compris les nôtres, fait fi du mouvement social. Donc voilà, ça va être une situation très compliquée, je pense. Alors c'est intéressant, il y a un autre point que vous soulignez dans vos travaux qu'on retrouve. On souligne l'âge des candidats. On pense à Alassane Ouattara qui a 83 ans, même Gbagbo, même s'il est exclu, il a 80 ans. La question, ce que vous appelez la corocratie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Le Koro en malinké, dans le Nouchi, c'est l'aîné, c'est le doyen auquel on doit respect. La corocratie, donc c'est aussi le poids des anciens, la gérontocratie, pour aller vite. Et cette question du clivage générationnel sur lequel moi je travaille depuis 25 ans, il s'est encore aiguisé ces dernières années. En 2020, on avait pu écrire effectivement dans cet article-là qu'on était face à une espèce de crise un peu ultime de la corocratie, avec cette génération vieillissante qui refuse effectivement de quitter la scène, alors même que depuis une vingtaine d'années, de nouvelles générations sont apparues, y compris pendant le conflit, comme dans toute situation de guerre, de nouvelles générations politiques apparaissent. On avait pensé évidemment que Soro ou Blé Goudé auraient pu un jour prendre le relais, et puis finalement non. Ils ont été l'un et l'autre, marginalisés. Et donc cette situation-là, elle est toujours cristallisée, elle est toujours sous-jacente, me semble-t-il, à l'évolution du champ politique ivoirien. Elle est aussi explosive, parce qu'évidemment, elle se conjugue avec la crise sociale que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup, Richard Banegas, d'être venu dans ce journal de l'Afrique. Je rappelle, votre ouvrage apparaît le 25 octobre aux éditions Cartala, La guerre des papiers en Côte d'Ivoire, coécrit avec Amando Koutolo. Merci beaucoup d'être venu. Merci de votre accueil. On passe à l'Afrique du Sud pour l'ouverture d'un dossier judiciaire vieux de près de 50 ans et qui a marqué durablement le monde. En 1977, Steve Biko, militant anti-apartheid, a été tué dans sa cellule à Pretoria. Les coupables, bien que connus, n'avaient jamais été jugés. Une chose qui pourrait peut-être changer cette année. Les explications de notre correspondante Caroline Dumais. C'était il y a 48 ans, presque jour pour jour. Le 12 septembre 1977, Steve Biko mourait en détention. Steve Biko, c'était l'un des étudiants militants anti-apartheid les plus connus du pays, proche des mouvements de la conscience noire du Congrès panafricain. Il avait été arrêté un mois plus tôt alors qu'il se rendait à une manifestation. Il est mort officiellement des suites d'une grève de la faim. Alors personne n'a cru en cette thèse et Steve Biko est devenu très rapidement le symbole de la lutte anti-apartheid, tant en Afrique du Sud que vis-à-vis de l'opinion internationale. Mais il a fallu attendre 20 ans, en janvier 1997 exactement, pour en savoir plus. 5 policiers ont témoigné devant la commission Vérité Réconciliation, expliqué qu'ils avaient
assassiné Steve Biko. Ils n'ont pas été amnistiés, mais ils n'ont pas été non plus poursuivis en justice et c'est pour ça que le dossier Biko, aujourd'hui, réouvre. Alors c'est dans le cadre de la réouverture d'autres meurtres non élucidés, non jugés. Une vingtaine de familles en Afrique du Sud réclament justice. Certains dénoncent des interférences politiques. Alors Cyril Ramaphosa a aussi mis en place une commission d'enquête pour savoir s'il y a eu effectivement des interférences qui ont rendu la justice sud-africaine plus lente. Depuis plusieurs jours, l'accord de paix de Miski, ville aurifère au nord du Tchad, est sous tension. L'entente trouvée entre les groupes armés et l'État tchadien en avril dernier autour des ressources en or de la région de Tibesti semble vaciller. Plusieurs contingents militaires ont été dépêchés vers le nord du pays ces derniers jours, selon le gouvernement, pour restaurer l'autorité de l'État dans la zone. Correspondance d'Harold Girard depuis N'Djamena. Les autorités tchadiennes ont réfuté ce dimanche après-midi toutes les rumeurs d'affrontements dans la zone de Miski autour de l'accord de paix signé il y a quelques mois. Mais les milices armées de la région du Tibesti qui entretiennent l'extraction illégale de l'or dans cette région justement depuis des décennies se sont souvent opposées à l'État. Cette fois-ci, c'est au bout de 5 mois d'un accord de paix que les premiers désaccords sont perceptibles. Pour le ministre tchadien de l'administration du territoire, des groupes armés dissidents existent et empêchent cet accord de paix d'être exécuté en bonne et due forme. En dépit donc de tous ces efforts, nous constatons malheureusement, chers frères et sœurs, qu'il y a toujours donc de la surenchère, il y a toujours donc des dissidences qui se créent et cette situation, bien que déplorable, n'entame en rien la détermination donc, du gouvernement à poursuivre sa politique en faveur donc de la paix, de la stabilité et surtout donc de la réconciliation donc nationale. Un pouvoir civil sans quand même donc des forces coercitives ne peut en rien asseoir l'application donc des lois et règlements donc de la République. Plusieurs communautés de la région du Tibesti continuent de s'opposer à la régularisation du secteur de l'extraction de l'or, craignant une mainmise injustifiée de l'État. Selon eux, sur ce secteur justement, le médiateur de la République, Saleh Kebzabo, représentant et responsable de l'État en ce qui concerne cet accord de paix de Miski, lui, dans un récent communiqué, a incité les Tchadiens originaires de cette région du Tibesti à éviter les affrontements violents. Allez, je vous emmène à présent à Lagos, au Nigeria, où s'est tenu samedi le tout premier concours national de beauté pour la défense de l'albinisme. Un concours qui a pour vocation de célébrer la beauté de la communauté albinos et casser les préjugés autour de cette condition, promouvoir ainsi l'inclusion de la communauté dans les standards de beauté africains et mondiaux. Clémence Valère. Cette nouvelle reine de beauté est un pilier de plus pour soutenir et défendre la communauté albinos au Nigeria. Couronnée lors de la première édition du concours national de beauté pour la défense de l'albinisme, la nouvelle Miss a promis de continuer à militer pour sa communauté. Ma priorité absolue est de créer du contenu captivant qui mettra en avant la force et l'impact positif des personnes atteintes d'albinisme dans notre société. Je ne peux même pas exprimer ce que je ressens en ce moment, car c'est vraiment une première et je suis tellement heureuse d'y participer. L'albinisme est une maladie génétique qui affecte la peau, les cheveux et les yeux et reste très mal comprise à travers le pays et sur le continent. Les personnes atteintes d'albinisme sont souvent persécutées, violentées ou même tuées. Les mythes culturels et les superstitions ont longtemps alimenté les préjugés, certaines personnes étant exclues des écoles, des opportunités d'emploi et même des rassemblements sociaux. Pour l'organisatrice du concours, la mode est un moyen idéal pour briser les idées reçues. Quand les gens pensent au concours de beauté, ils imaginent des personnes qui ont un certain physique. Mais pour nous, nous renversons les rôles et utilisons les concours de beauté pour mettre en valeur le talent des personnes atteintes d'albinisme et défendre leur cause, afin de dire ces personnes méritent d'être mises en avant et vous les discriminez depuis trop longtemps. L'industrie des concours de beauté au Nigeria célèbre depuis longtemps les idéaux conventionnels de la beauté. Mais le couronnement d'une reine engagée dans la défense des personnes atteintes d'albinisme pourrait bien annoncer un changement vers une représentation plus large. Allez, c'est sur cette belle initiative que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir d'Abidjan à Pretoria en passant par Lagos. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.
On s'apprête à faire le fameux parcours Dakar, Ziguinchor, Dakar. Courage à tous, on va y arriver. Je m'appelle Macoumba Sarr, j'ai 42 ans. Je suis le capitaine de l'équipe nationale de paracyclisme du Sénégal. Je m'appelle Edmond Sanka, je suis international kayakiste, double champion d'Afrique. Moi, c'est Lafagne VIP, je suis un combattant. Ici au Sénégal, beaucoup de personnes marginalisent les personnes handicapées. Ils te rejettent de la société sans pour autant s'en rendre compte. Regarde, les Jeux Olympiques sont finis, moi je suis là au Sénégal. C'est pas que du sport, c'est un combat. Parce que le fait de vivre avec un handicap en Afrique, c'est l'enfer. Mais des personnes comme moi pourront peut-être changer l'avenir. Déchaînés, les lions du paracyclisme dans Reporter Plus sur France 24.